Peut-être une très brève définition, pas du tout orthodoxe, mais plus opératoire de la médiation. La médiation, c'est quoi? C'est un processus de prévention ou de résolution des conflits qui traite avec les personnes de leur perception de la réalité et des besoins que révèlent les émotions qu'elles éprouvent étant confrontées à cette réalité. Et vous voyez bien que c'est tout autre chose que le procès qui, lui, vise à déterminer laquelle de deux thèses en présence est conforme au droit. Pour le dire autrement, les questions qu'on va se poser si on a un procès, et c'est l'avocat qui parle, c'est qui a tort et qui a raison. Tort ou raison au regard de quoi? C'est l'un des aspects de cette question dont on va peut-être reparler très brièvement dans un instant. Les questions qu'on va se poser en médiation n'ont strictement rien à voir avec qui a tort et qui a raison, mais c'est comment en sommes-nous arrivés là? Quel impact a sur moi cette situation? Comment pourrions-nous faire ensemble pour sortir de cette ornière du conflit où nous souffrons tous deux? Voilà pour dire les choses très brièvement. Et puisque François Julien disait à l'instant à propos de la traduction que rien ne vaut un bon exemple, je vais en faire de même pour la médiation en allant très vite. Un cadre dans une grande surface, grande enseigne de bricolage, rencontre à l'occasion d'un salon professionnel la présidente d'une enseigne concurrente. Ils échangent un certain nombre de propos, discutent, et cette femme le convainc de démissionner de son actuel employeur, de rejoindre l'enseigne dont elle est présidente, et lui dit « Pendant une année, vous allez être responsable d'un rayon, mais au bout d'une année, compte tenu des qualités que vous venez de me vanter, nul doute que vous prendrez la direction d'un magasin. » Ainsi font-ils, il démissionne. Pendant une année, il se donne un mal fou, il ne compte pas son temps, il donne le meilleur de lui-même, et au bout d'une année, vous voyez où je veux en venir, entretien annuel, et cette dame lui dit « Le compte n'y est pas, on va continuer cette période probatoire si vous le voulez bien. » Le lendemain, le salarié ne vient pas, arrêt de travail. 15 jours plus tard arrive une citation devant le conseil de prud'homme, et ce salarié demande des dizaines de milliers d'euros d'heures supplémentaires. Cette affaire vient devant le conseil de prud'homme. Que fait le conseil de prud'homme? Il regarde si les conditions pour rendre ou non raison au salarié et lui allouer des heures supplémentaires sont réunies ou pas. Peu importe la solution apportée par le conseil de prud'homme, nous voici devant la cour d'appel, et la cour d'appel propose une médiation. Et en médiation, on ne se pose plus du tout la question de savoir si les conditions étaient réunies pour que des heures supplémentaires soient payées, on se pose la question de savoir quels sont les manquements qui ont émaillé cette relation. Pourquoi cette relation s'est-elle altérée? Et au bout d'une ou deux séances de médiation, j'en viens à lister sur un tableau les besoins que j'ai entendus exprimer par chacun. Il est question de confiance, de transparence, de communication, de bonne foi, de respect de la parole donnée, j'en passe. Et je demande aux deux personnes qui sont là si tous les besoins qu'elles éprouvent ont bien été écrits au tableau. Elles me disent toutes deux oui, absolument, tout est là. Je dis donc, si ces besoins sont satisfaits, alors il n'y aura plus de conflit entre vous. Ils disent oui, absolument. Je dis, vous avez remarqué, nulle part sur ce tableau, il n'est écrit heure supplémentaire. C'est-à-dire que la problématique juridique n'était que le vecteur qu'une partie avait emprunté pour crier à l'autre sa souffrance. C'est là que la médiation prend son premier sens de décoïncidence. Je pense qu'en réalité, c'est une triple décoïncidence. Décoïncidence par rapport à l'institution judiciaire, décoïncidence par rapport aux personnes, et décoïncidence enfin par rapport au tiers qu'est le médiateur lui-même. D'abord, l'institution. Dans un très beau livre intitulé « L'idée de justice », Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, a une très très belle parabole sur ce que signifie la règle de droit. Ce sont trois enfants qui se disputent la propriété d'une flûte. Et le premier enfant dit « cette flûte, elle m'appartient, c'est moi qui ai cueilli cette branche, qui l'ai évidée, qui ai fabriqué cette flûte de mes mains, elle est ma propriété ». Et là, vous vous dites peut-être, ça c'est une légitimité incontestable, on ne voit pas très bien quelle raison on va pouvoir opposer à cela. Le deuxième enfant prend la parole et dit « moi je n'ai rien ». Les autres, ils ont déjà un tambour, une trompette, une poupée, un ours, que sais-je encore. Moi je n'ai rien. Il serait donc normal que cette flûte m'appartienne. Et le troisième enfant dit « moi je suis le seul des trois à savoir jouer de cette flûte. Donc si l'un des deux est le propriétaire de la flûte, il la rangera dans un tiroir, elle ne servira jamais à rien, tandis que moi, en jouant de cette flûte,
toute la communauté va en profiter. Et vous comprenez, en entendant cette anecdote proposée par Amartya Sen, que la règle de droit, elle ne dit pas le juste. Le juste, c'est autre chose que la règle de droit. Et la règle de droit, ça n'est jamais que l'instrument de conservation d'un ordre social donné. C'est là que, enfin, l'institution judiciaire, ici, aujourd'hui, en France, mais dans beaucoup de pays en même temps, mais ça nous amènerait vers un autre débat, c'est là que l'institution judiciaire commence à décoïncider. Parce que on a compris que cette règle de droit, elle faisait chape, comme dit François Julien, elle s'enlise dans sa positivité. Moi, je suis toujours intéressé par le fait qu'une règle de droit applicable ici, aujourd'hui, on appelle ça le droit positif. Et vous voyez bien ce que positif renvoie ici dans l'œuvre de François Julien. Et ça finit donc par oblitérer toute inventivité, toute possible création. Dire le droit, c'est qualifier. Qualifier, c'est classer. Classer, c'est réduire, simplifier. C'est le fameux paradigme de simplification d'Edgar Morin. Et on voit bien que ça nous mène, pas nulle part, mais il y a une sorte d'auto-confortation idéologique permanente. Alors, il y a d'autres possibilités. Le système de common law anglo-saxon raisonne plus par analogie avec des situations comparables. C'est ce que fait aussi notre jurisprudence, finalement. Il dit, voilà, pour telle situation, on a adopté telle solution, donc pour cette situation qui ressemble à celle-ci, on va adopter la même solution. Mais là encore, on ne fait que ajouter du même au même, générer du semblable par du semblable, et ça bride, encore une fois, toute inventivité, toute créativité qui, seule, serait à même de répondre à la singularité de la situation des personnes qui sont en conflit. Et c'est là qu'intervient la médiation, cette décoïncidence. De plus en plus de magistrats avec lesquels nous nous entretenons nous disent « J'ai bien conscience que les jugements et les arrêts que je rends, pour conformes au droit qu'ils soient, ne sont pas nécessairement justes. » Et de plus en plus, l'institution judiciaire accepte de ne plus entretenir uniquement le face-à-face, cette confrontation thèse-antithèse que signifie le procès, mais envisage un biais et met la procédure entre parenthèses pour permettre à la médiation de trouver sa place. On est donc bien là dans un premier type de décoïncidence. Le deuxième type de décoïncidence, c'est la décoïncidence des personnes. Les personnes, on pourrait presque dire que le conflit est consubstantiel des personnes qui sont en conflit. Il y a un livre qui m'a beaucoup appris sur ce sujet, de deux psychologues américains, Carol Tewris et Elliot Aronson. C'est un livre qui s'appelle « Pourquoi j'ai toujours raison ». Vous comprenez avec quel délice un avocat a pu entamer la lecture de ce livre. Je pensais sans doute y trouver la solution à tous mes problèmes. Et puis au contraire, ça m'a ouvert des perspectives incroyables. Le précepte que Tewris et Aronson développent est très simple. Ils disent « Dans l'Évangile, saint Thomas dit « Je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, c'est exactement le contraire. Nous ne voyons que ce que nous croyons. C'est-à-dire que nous nous forgeons des croyances, des opinions. Tout ce qui vient alimenter cette croyance, nous le prenons comme la preuve du fait que nous avons parfaitement raison, nous sommes dans notre bon droit. Et tout ce qui viendrait altérer cette croyance, en toute bonne foi, ce n'est pas une question de mauvaise foi, en toute bonne foi, nous ne le voyons pas, nous ne le discernons pas. Et j'ai souvent constaté que les personnes en conflit qui viennent en médiation sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite coïncidence entre leur point de vue et, à leurs yeux, la règle de droit. Et tout le travail qui se fait en médiation consiste à permettre à ces personnes de décoïncider. C'est bien évidemment, on ne va pas y revenir, mais ça a été dit au fil des différentes interventions, la notion d'écart, qui est essentielle en médiation parce qu'elle permet d'ouvrir de l'antre. Le travail du médiateur permet un processus d'amorce du changement. Les perceptions changent. Et quand on en vient à comprendre la légitimité de la position de l'autre, il y a déjà un grand pas qui a été fait, on n'est toujours pas d'accord avec lui, mais on commence à comprendre les raisons pour lesquelles il s'est comporté comme il s'est comporté. Et là, on peut commencer à travailler sur du commun. Il y a un extrait de L'écart et l'antre que je voudrais citer ici, parce que pour moi, c'est presque devenu une maxime en médiation. L'écart permet un dévisagement réciproque de l'un par l'autre, où l'un se découvre lui-même en regard de l'autre, à partir de l'autre.
En regard de l'autre, à partir de l'autre, me paraît essentiel. Et il y a désormais un mot que j'ai toujours à l'esprit en médiation ou lorsque je suis dans mon activité traditionnelle d'avocat, c'est le terme de reconnaissance. Si vous allez au procès, le mot reconnaissance a le sens suivant. Je veux qu'on reconnaisse mon bon droit. Je veux qu'il reconnaisse ses torts. Si vous allez en médiation, le mot reconnaissance a un tout autre objet, toute autre signification. Nous nous reconnaissons mutuellement une part de légitimité. Je me reconnais au travers de ce que dit l'autre. Et vous voyez comme avec un même mot, on arrive à avoir deux visions de la démarche vers une solution mutuellement acceptée qui est tout à fait différente. Et dans un cas, on va être encore une fois sur du même qui génère du même, alors que dans l'autre cas, on a ouvert tous les possibles et on a bien effectivement décoïncidé. Le troisième niveau de décoïncidence, et j'en resterai là pour me tenir dans le temps que nous a imparti Sybille, c'est la décoïncidence au niveau du tiers lui-même, ce tiers qui est médiateur. Comment travaille un médiateur ? Il travaille beaucoup à partir de questionnements. Il y a une sorte de maïeutique de la médiation. Faire prendre conscience aux personnes de ce dont elles n'ont pas elles-mêmes conscience par un questionnement tout simple. Il y a un autre outil qui est beaucoup utilisé, si je peux appeler ça outil, même si ça ne me convient pas tout à fait, c'est la reformulation. Et je comprends, moi, ici, la reformulation comme une déclinaison de la reprise, telle que nous l'expose François Julien. C'est-à-dire, ça n'est pas une répétition, ce n'est pas un ressassement, une rumination, mais c'est une redite qui permet de prendre conscience du fait que quelque chose a bougé. Dire les choses à nouveau, mais différemment. Cette reformulation permet bien souvent aux personnes de faire cet écart et se produit une forme de dégagement. Là aussi, je voudrais citer un extrait, cette fois-ci, c'est de ce magnifique livre « Une seconde vie ». Dégager signifie aussi extraire, hors de l'accumulé, de l'enfoui, de l'engoncé. Vous discernez le conflit derrière ces mots, l'accumulé, l'engoncé, l'enfoui. Cela permet de mettre en valeur, en relief, ce qui s'y trouvait confusément mêlé et ne ressortait pas, lui conférant dès lors une dimension qu'on ne soupçonnait pas. C'est très exactement ce que nous faisons en médiation, mais c'est très exactement aussi ce que le médiateur fait comme travail sur lui-même. La médiation est un système. Les personnes qui sont en conflit, qui viennent en médiation, se voient proposer des perspectives qu'elles ne soupçonnaient pas, mais le médiateur lui-même, par cet échange tripartite et parfois multipartite, parce que des conflits peuvent parfois impliquer un grand nombre de personnes, le médiateur lui-même se transforme. Et il y a là aussi une forme de dégagement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'autant lorsqu'on est en procès, il y a une procédure, avec des règles extrêmement contraignantes, des délais, des étapes qu'il ne faut pas manquer, une forme, un formalisme à respecter, autant en médiation, il n'y a pas d'idéal de médiation. Et Dieu merci, il n'y a pas une norme ISO 9001 de la médiation à laquelle il faudrait se conformer, faute d'être un bon médiateur. Il y a donc une grande liberté, et ce qui est demandé au médiateur, c'est d'avoir une présence authentique, une écoute active, écoute en éventail, disait récemment François Julien dans un webinaire auquel il a bien voulu participer sur la médiation. Et tout cela aboutit à un évasement, effectivement. Moi, j'aime bien parler aussi d'élargissement, parce que dans la notion d'élargissement, je vois à la fois la largeur de vue comparée à l'étroitesse d'esprit, mais je vois aussi l'autre sens du mot « élargir », qui est un sens plus pénal, plus juridique. Élargir quelqu'un, c'est lui rendre sa liberté aussi. Et l'élargissement du médiateur, c'est aussi ça, c'est ce qui lui rend une liberté de manœuvre, à l'aide de laquelle il va pouvoir favoriser l'écart des personnes. Vous voyez qu'on a cette décoïncidence, j'allais dire, quel que soit l'angle par lequel on approche la médiation, celui de l'institution, celui des personnes ou celui de l'intervenant. Et je voudrais terminer en remerciant Henri Darras pour son intervention hier où, lors de cette vidéo qu'il nous a présentée de son entretien avec Claude Viala, il y avait cette phrase qui résonne encore en moi, où Claude Viala disait « Il n'y a pas d'accident puisque j'accepte tout ».
moi, j'ai décidé de garder cette phrase comme maxime de médiateur. En médiation, il n'y aura pas d'accident puisque j'accepterai tout. Alors que lorsqu'on est dans un procès avec une procédure, il y a évidemment des accidents, il y a évidemment des loupés, il y a évidemment des insatisfactions. Voilà. Donc merci encore pour m'avoir ouvert cette perspective et je rendrai hommage à Henri Darras et Claude Viala à chaque fois que je serai en médiation désormais. Je vous remercie pour votre attention.